On va commencer, on m'a demandé de commencer tout de suite et de finir si possible pour midi, ce qui est quand même un peu plus compliqué. On va essayer de ne pas prendre trop de retard en tout cas. Bien, donc je me présente Jean-Philippe Joas, je suis fondateur d'une société qui s'appelait 2SI Sécurité des systèmes d'information et j'ai surtout été à l'origine, disons que j'ai commencé dans la sécurité dans les années 90 et j'ai créé un modèle d'analyse de risque. Il m'a semblé que pour gérer la sécurité des systèmes d'information, c'était mon job, j'avais besoin d'une méthode d'analyse de risque. J'ai créé un modèle, puis une méthode qui a été reprise par l'Occlusif, dont j'ai été le président ensuite pendant 7 ans, en gros, de 1993 à la fin des années 99. Euh, voilà. Euh, et cette méthode donc s'appelle MEHARI. Alors je ne sais pas si tout le monde ici la connaît un peu, beaucoup. Ceux qui la connaissent un peu, ceux qui la connaissent beaucoup sont peut-être un peu ennuyés au début de la présentation. Euh, mais MEHARI a beaucoup évolué. La première version de la base de connaissances et de MEHARI en tant que méthode pour la gestion de la sécurité est sortie en 1996. On a eu une version en 2000, en 2003, en 2007, en 2010. On a fait une mise à jour de la version 2010 en 2016 et on a sorti cette année, il y a quelques mois, une nouvelle version qu'on appelle MEHARI Standard, et c'est le plan de cette conférence de parler de cette nouvelle version, plus particulièrement pour en présenter, je dirais, les particularités et les avantages qu'elle a par rapport aux versions précédentes. Mais pour pouvoir faire ça, il me faut un tout petit peu, je m'en excuse pour ceux qui connaissent bien MEHARI déjà, revenir un peu sur les principes généraux de la gestion des risques des systèmes d'information, sur les fondamentaux de l'approche MEHARI, et puis je donnerai un aperçu plus général de MEHARI Standard avant de parler du sujet de cette conférence plus précis, qui sont le pilotage des risques, les tableaux de bord, les indicateurs avec MEHARI Standard. J'insiste un tout petit peu sur les objectifs. Bon, tout le monde parle de gestion de risque. La 27001 parle de gestion de risque, la 27005 en définit un cadre général, et tout le monde veut faire de la gestion de risque. Il n'est pas certain que tout le monde ait le même objectif. Et pour nous, la gestion de risque, c'est certainement d'abord identifier les risques auxquels l'entreprise ou l'organisme est exposé. C'est les identifier pour les quantifier. Et il nous semble qu'il ne suffit pas de dire je suis à risque ou j'ai un risque de telle ou de telle nature. L'objectif, c'est de dire ce risque, on peut le quantifier, on peut l'évaluer quantitativement, ce qui nous amènera à pouvoir prendre pour chaque risque considéré comme inadmissible des mesures pour que ce risque soit ramené à un niveau acceptable. Donc ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire quantifier et ça veut dire quel est le niveau acceptable ou non acceptable. Et c'est aussi s'assurer que chaque risque individuellement est bien pris en charge et a bien fait l'objet d'une décision. Est-ce que je l'accepte? Est-ce que je le réduis? Est-ce que je fais autre chose? Est-ce que je l'évite? Ça, c'est les différentes solutions de la norme ISO. Mais l'idée, c'est de dire, je veux bien être sûr que je puisse prendre en charge tous les risques et les prendre en charge individuellement et de mettre ensuite en place dans la méthode des outils de pilotage qui me permettent un suivi permanent des risques et de leur niveau. Et sur ce dernier point, qui sera retraité sur les indicateurs à la fin, ça me paraît tout à fait important qu'on sorte un peu simplement de la facilité de la boucle PDCA, qui est de dire, bon, j'ai des risques, je prends quelques actions, et puis j'en vais se revoir dans un an, pour m'apercevoir dans un an que, ah bah ton, j'en ai pas fait assez, donc je vais refaire un autre plan, et puis on se reverra dans un an, et ainsi de suite, et ainsi de suite. L'objectif, c'est plutôt d'avoir directement une vue très claire de là où je veux aller et de mettre en place des indicateurs pour voir à quelle vitesse j'y vais, où j'en suis, et de voir tous les ans où j'en suis, mais par rapport à une cible qui est déjà déterminée. Donc, on va trouver dans MEHARI les étapes suivantes, identifier les situations de risque, et on va décrire chaque situation de risque par un scénario. Et ce sera un scénario très précis qui décrira quel incident. Incident, c'est quel actif, quel dommage suit cet actif. Et pour nous, les actifs, ce sont les données du système d'information, mais ce sont aussi tous les services dont j'ai besoin
pour faire tourner mon système d'information. Système d'information au sens large. Le scope de Méhari, c'est l'information, quelle que soit sa forme. Ça peut être de l'information écrite, ça peut être de l'information numérique, digitale, ça peut être de la voix. C'est le système avec lequel on communique et l'information au sens large. Donc chaque scénario, c'est un incident. Quel actif, quel dommage, et ça sera aussi son déclenchement. Quel événement le déclenche, dans quelles circonstances, par qui, quel acteur, dans quel lieu, dans quelles circonstances, de manière assez précise. Et on fera une double évaluation de chaque scénario. Une évaluation de sa potentialité. Sa potentialité, pour nous, bon, c'est sa probabilité d'occurrence. On a pris un terme de potentialité dans Méhari. Je dirais simplement pour éviter le mot de probabilité qui a une connotation mathématique. Si je pense probabilité, j'ai envie de parler fonction de répartition, espérance mathématique. Je suis dans une modélisation que je ne saurais pas faire pour la plupart des risques. Potentialité, c'est la même idée, mais c'est, disons, c'est pas mathématique. Et il est vrai qu'on aura du ressenti, de l'estimer sur la potentialité. Et puis son impact, c'est l'évaluation des conséquences de ce scénario. À partir de là, on pourra définir les actions appropriées pour réduire le risque, pour les risques qui sont considérés comme inadmissibles. Et donc, Méhari, c'est un modèle, d'une part, et des bases de connaissances, d'autre part. C'est quoi un modèle? Quand j'essaie d'expliquer ce qu'est un modèle de risque à des gens qui ne sont absolument pas dans la partie, j'ai toujours beaucoup de difficultés. Ou ils ont des difficultés à comprendre, ou je m'exprime mal. Un modèle, c'est une manière de représenter les choses qui va être un support au raisonnement. Un modèle, c'est l'idée de décomposer le risque en un ensemble d'éléments séparés, de telle sorte qu'on puisse plus facilement analyser chacun de ces éléments, les évaluer chacun, évaluer ensuite la manière dont chacun de ces éléments interagit, de manière à ce qu'on puisse effectivement raisonner sur un risque et raisonner sur les différents éléments qui font le risque. Donc il y a un modèle, je vous le montrerai dans un instant. Et puis, il y a des bases de connaissances, et chaque base de connaissances comprend des scénarios de risque standard, les éléments nécessaires, tous les éléments nécessaires à l'évaluation de chacun de ces scénarios, de l'évaluation de la gravité, du risque que représente chacun de ces scénarios, et tous les éléments nécessaires à la mise en place de mesures adaptées. Et enfin, chaque base de connaissances comprend des indicateurs et des outils de pilotage. Le modèle de risque, pour faire simple, une seule planche, c'est quoi? C'est un événement déclencheur qui engendre des dommages subis par un actif, ainsi que je l'ai dit. Et on va l'analyser ainsi. L'événement déclencheur a une certaine probabilité a priori, une certaine potentialité a priori. On parlera de potentialité intrinsèque, et on parlera d'exposition naturelle. Il s'agit de dire quoi? Il s'agit de dire que chacun n'est pas exposé de la même manière à cet événement. C'est quoi un événement déclencheur? Ça peut être le vol d'une donnée, ça peut être un accident physique, ça peut être le fait que j'oublie mon laptop dans un avion ou que je me le fais voler, ça peut être un incendie. C'est un événement qui déclenche quelque chose. Et on n'est pas tous exposés pareil. On n'est pas tous exposés pareil à un accident physique, on n'est pas tous exposés pareil à un acte de piratage, on n'est pas tous exposés pareil à un concurrent qui veut nous voler une donnée. Donc on a une certaine exposition naturelle à cet événement. Ce qui va changer la potentialité finale de cet événement, ce sont deux autres facteurs qui sont des facteurs non structurels, qui sont des facteurs volontaires dus à des mesures de sécurité que je vais mettre en place. Et dans notre modèle, on distingue deux facteurs qui sont la dissuasion, d'une part, et la prévention, d'autre part, pour la potentialité. La dissuasion, c'est simplement le fait que quand c'est un acte volontaire, j'ai une première action possible, c'est d'essayer de dissuader celui qui va agir. Je vais de le dissuader de le faire. Il faut être conscient que pour beaucoup d'actes volontaires, qu'ils soient malveillants ou pas, la dissuasion est ma seule arme. Il y a des gens qui ont des droits. Le caissier, il a la caisse. S'il veut prendre dans la caisse, il peut prendre dans la caisse. Je ne saurais jamais l'en empêcher. Tout ce que je peux faire, c'est le dissuader de le faire. L'autre facteur qui peut réduire
ma potentialité, ma probabilité. Ça s'appelle de la prévention, c'est simplement l'empêcher, le scénario d'aboutir par des mesures techniques, par des mesures de contrôle d'accès, par des mesures de prévention de toutes sortes, mais pour beaucoup par du contrôle de l'action qui est possible, par du chiffrement par exemple. Je chiffre, on pourra bien sûr me voler le support de fichier, on ne pourra pas me voler la donnée parce qu'elle est chiffrée. Ceci donc c'était pour la partie potentialité. Cette exposition naturelle plus ces deux facteurs, dissuasion, prévention, vont me donner une certaine potentialité résultante. De l'autre côté, j'ai l'impact intrinsèque d'un scénario. C'est la conséquence directement du fait que mon actif a subi un dommage. Cet impact, je vais l'évaluer. On a une méthodologie, on a un processus d'évaluation dans la méthode. Et puis, il y a deux facteurs qui vont pouvoir réduire cet impact. C'est le confinement. Le confinement, c'est le fait que, éventuellement, le début de l'impact ne se développera pas. Je vais pouvoir détecter le tout début du dommage et intervenir avant que ce dommage s'étende, ou simplement un confinement dans l'absolu. J'ai moins d'argent dans ma caisse. Je me débrouille pour faire tourner mes convoyeurs de fonds beaucoup plus rapidement. À l'évidence, si on me prend la caisse ou si on me fait un hold-up, plus j'ai fait tourner vite les convoyeurs de fonds, moins on me prendra d'argent. Donc j'ai limité dans l'absolu ce qui peut m'arriver. Je peux séparer des données en plusieurs fichiers séparés plus restreints, etc. On peut confiner pour limiter l'impact. C'est une des solutions possibles. Et le deuxième, c'est tout ce qui est palliatif. Je ne limite pas, le deuxième facteur est palliatif, je ne limite pas les conséquences directes, mais j'ai préparé ce qui peut se passer en cas de dommage, et je réagirai mieux, et ça limitera l'impact final. Typiquement, dans les mesures palliatives, je vais trouver, pour ce qui est du système d'information proprement dit, tout ce qui est sauvegarde, plan de secours, plan de recovery, business recovery planning, etc. Ces différents facteurs vont me donner un impact, et la gravité du scénario sera la combinaison de la potentialité et de cet impact résiduel. C'est ça le modèle. Ça me permet déjà de raisonner. Et on peut s'en servir par une des versions de MERI qui n'a pas d'ailleurs de base de connaissances, qui est simplement des fiches d'analyse de risque, pour lesquelles, devant un risque, on va réfléchir ensemble avec les dirigeants, avec les managers. Qu'est-ce que vous pensez de l'exposition naturelle? Qu'est-ce que vous pensez de la dissuasion possible? Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a des mesures préventives contre ce risque? Quel est l'impact? Est-ce qu'on peut limiter dans l'absolu cet impact? Est-ce qu'on a des mesures palliatives? On peut raisonner, c'est déjà un modèle de raisonnement. La gravité du scénario de risque, c'est donc ces deux facteurs, les structurels, l'impact intrinsèque, l'exposition naturelle et ces quatre facteurs. C'est conduit à une évaluation et simplement, pour revenir un peu sur les définitions et pour être qu'on soit clair, j'en aurai besoin de ces définitions un peu plus tard. L'impact, on a défini dans MERI 4 niveaux d'impact, de 4 le vital à 1 insignifiant. Il est clair que le vital, voilà, c'est vital. Si on parle à la santé physique, à notre santé propre, disons que si vous avez un accident, c'est ça l'incident qu'il y a eu, on dit de vous, son processus vital est engagé. Il n'est pas tout à fait évident que vous en mouriez, mais en tout cas, on est dans un cas où on pourrait dire que le processus vital de l'entité est engagé. Vital pour une entreprise, c'est on va convoquer d'urgence un conseil d'administration et une assemblée générale extraordinaire. L'impact est suffisamment sérieux pour que tout le monde se sente concerné et que le risque, c'est que tout le monde perde son emploi. Voilà. Le très grave, c'est qu'il n'y a qu'une entité qui va... Bon, les séquelles seront durables, mais l'entreprise va quand même survivre. Il est clair que pour les risques que l'on aura très souvent, seuls les impacts 3 et 4 vont vraiment m'intéresser. L'impact de niveau 2, bon, c'est du quotidien, on a l'habitude, on le gère, ça arrive hélas assez souvent. La potentialité, pareil, on va de très improbable à très probable. Le très probable, c'est je suis quasiment sûr que ça va m'arriver. Le probable, c'est je peux toujours espérer que ça ne m'arrive pas, mais c'est quand même un certain optimisme. L'improbable, je peux raisonnablement espérer que ça ne m'arrive pas, mais bon, c'est possible.
Le très improbable, bon, c'est pour ne pas dire que c'est impossible. Bon, voilà, je passe vite là-dessus. La gravité d'un risque, c'est la confrontation de ces deux choses, et c'est simplement une décision. Est-ce que cette combinaison est acceptable, inacceptable, inadmissible, insupportable? Et on propose une grille qui peut bien sûr être modifiée, mais qui résume bien la situation. En clair, insupportable, ça veut dire quoi? Insupportable, ça veut dire que je n'ai pas le droit de me taire, je vais voir directement le CEO, je vais lui dire, je viens de découvrir une situation de risque, on doit réagir immédiatement. Je suis hors budget dans l'insupportable. L'idée, c'est, on agit tout de suite, on ne peut pas supporter ça longtemps. L'inadmissible, c'est autre chose. Inadmissible, on va dire, ok, c'est inadmissible. À terme, il faut qu'on supprime cette situation de risque. Il ne faut pas qu'on reste à ce niveau-là. Je ne peux pas toujours tout faire tout de suite. Donc, inadmissible, j'admets qu'on va budgéter, qu'on va planifier et qu'on n'est pas forcément dans l'immédiateté dans la réaction. Bon, alors il est clair, simplement, parce que c'est quand même la base de la méthode, le impact vital est très probable. Bon, c'est bien évidemment, c'est de l'insupportable. On ne peut pas vivre comme ça avec le risque vital, et en plus très probable. Le vital est probable, c'est pas admissible non plus, c'est pas insupportable non plus. Le très grave est très probable, bon. Alors on propose une grille, en gros c'est une bonne grille de décision, on peut bien sûr la modifier. Certains diraient, impact à 4, vital et même très peu probable, on ne devrait pas l'admettre. Oui, mais enfin nous personnellement c'est ce qu'on fait. Hein. Quand on prend notre voiture, il est bien clair qu'on prend un risque vital, et que même si on pense que la probabilité de l'accident mortel soit très improbable, on prend quand même notre voiture. Donc le 4 et la probabilité à 1, on fait ça tous les jours, en traversant la rue, en prenant notre voiture. Donc voilà la grille de risque. Donc les bases de connaissances de Méhari contiennent des scénarios de risque, des dispositifs de sécurité. Eux, ils vont être matérialisés par des services de sécurité. Donc c'est autant de services. Des services, il y en a 200, 300 selon les bases de connaissances, et des questionnaires d'évaluation des services de sécurité. Donc on va trouver dans la base de connaissances Méhari, les services de sécurité, c'est eux qui vont mettre en place des mesures dissuasives, préventives, palliatives ou de confinement. Il y a des questionnaires d'évaluation qui sont des questionnaires d'audit avec un certain nombre de questions donc assez précises. On a dans la base la plus complète, dans Méhari Expert, plus de 2000 questions. On a dans la dernière base qui vient de sortir de l'ordre de 800 questions. Des mécanismes d'évaluation de l'ensemble des paramètres caractéristiques des risques. En fait, on va trouver dans la base de Méhari des mécanismes qui font passer de la qualité des services de sécurité à l'efficacité des mesures de réduction de risque et donc à l'évaluation de facteurs de réduction de risque. On va trouver dans la base des mécanismes d'aide à la définition de plans et de projets, je vais revenir dessus, et des outils de pilotage des risques. Aujourd'hui, donc, 3 bases. Expert donc plutôt destiné aux très grandes entreprises et nécessitant une bonne expertise de la méthode, et Méhari Standard, qui est une nouvelle version, avec entreprise moyenne à grande, dotée de beaucoup plus d'outils de pilotage et d'un accès plus facile. Et puis il y a une Méhari Pro, plutôt petites, voire très petites entreprises. Et puis le module dont j'ai parlé tout à l'heure, sans base de connaissances. Alors Méhari Standard, c'est quoi? C'est d'abord une version où les services ont été complètement alignés sur l'ISO 27002 de la version 2013. Ça nous avait été demandé que nos services de sécurité sont plus complets que l'ISO 27002, mais au moins que pour tous ceux qui ont le même objet, la même finalité que la 27002, donc on s'est complètement aligné sur la 27002 avec des services supplémentaires par rapport à la 27002, parce que le domaine couvert par l'analyse de risque de Méhari est plus large. Et on a formalisé autre chose qu'une notion de projet de sécurité, qui était un peu présente dans Méhari Expert, mais on l'a formalisé. Chaque projet, on a défini 48 projets standards. Chaque projet comprend plusieurs services de sécurité avec une cible pour chaque service de sécurité, une cible de qualité. Donc l'idée, c'est de dire, si je prends un projet, je vais pouvoir le décider, le présélectionner d'abord, le décider, le planifier, et ensuite avoir donc tous mes plans d'action faits sous forme de projet.
Et puis je vais avoir dans mes RI standards des aides à la sélection de projets ainsi que des outils de pilotage dont on va parler. Donc, le pilotage des risques avec mes RI standards, ça va comprendre une vision synthétique de l'état des risques qu'on va présenter sous forme de panorama qui peut être soit les risques intrinsèques en dehors des services de sécurité, soit les risques actuels avec l'état actuel des services de sécurité, soit les risques futurs quand les plans de sécurité, quand les projets auront été achevés. Et puis je vais avoir la possibilité de mettre en place ces projets par une sélection, une décision, une planification et des outils de suivi. Donc le choix du panorama, déjà qui va être un premier outil, c'est un premier choix qui est possible, qui est de dire, je vais choisir par des boutons à options, soit la gravité intrinsèque, soit la gravité actuelle, soit la gravité résiduelle, à l'issue de tous les projets décidés, soit la gravité future à une date donnée. Donc ça me permet, une fois que j'ai planifié mes projets, j'ai mis une date pour chaque fin de projet, là j'indique une date à laquelle je veux avoir mon panorama des risques, ça me permet d'avoir une date future à une date donnée, un panorama des risques à une date donnée. Alors les panoramas des risques, le plus global c'est celui-là, c'est simplement sur la même grille, combien j'ai de risques de niveau 1, de niveau 4, enfin dans cette case, en fonction de la potentialité et de l'impact, dans chaque case, combien j'ai aujourd'hui de situations de risque dans telle situation. Sur celui-là, c'était des risques intrinsèques, du moins je l'espère, parce qu'il en reste beaucoup. Je m'aperçois que j'ai 58 risques de niveau 4, dont 1, 1 et 56, et que j'en ai plus d'une centaine de risques de niveau 3. Et donc, par les boutons options qu'on a vus avant, je peux dire c'est soit les risques maintenant, soit les risques actuels, soit les risques quand j'aurai fini tous mes projets. Je peux aussi les représenter, ce panorama, plutôt par type d'actifs. Donc ici, c'est par type les fichiers de données, de programme ou de configuration système. Donc c'est un type d'actifs en disponibilité, en intégrité, en confidentialité, et à chaque fois combien de risques de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, de niveau 4. Il est clair qu'ici, je suis déjà plus près du but. Je m'aperçois que je n'ai plus que 2 risques ici de niveau 4, et encore quand même pas mal de niveau 3. Donc, quelle est la démarche qu'on va proposer avec mes RI standards? C'est de dire, on va commencer par réduire les risques vitaux, enfin les risques insupportables de niveau 4, puis réduire ensuite le maximum de risques de niveau 3, et puis j'aurai une dernière phase qui sera, quand il ne va plus m'en rester que quelques-uns, analyser si ces risques résiduels doivent être évités, transférés ou acceptés. Pourquoi cette démarche? L'expérience prouve que, bon, au début, il faut aller vite, donc autant avoir des projets qui vont réduire plusieurs risques à la fois, ce qui est heureusement souvent le cas. Et on va saisir les projets, on va en général planifier des projets, décider de projets dont on pense qu'effectivement, bon, ce projet, oui, ok, il faut le faire. Si mon plan de secours n'est pas suffisant ou si le projet de continuité de l'activité n'est pas dans un état de qualité suffisante, à l'évidence, il faut commencer par ça. Puis quand il ne restera plus que quelques-uns, ça vaudra peut-être le coup d'aller voir maintenant, scénario par scénario, qu'est-ce que je fais quand il ne me reste plus que 1 ou 2 scénarios? Est-ce que vraiment je suis obligé, je vais par exemple trouver un scénario sur lequel on me dit qu'il faut absolument mettre en place un contrôle permanent de l'activité, donc avoir des gens qui surveillent en permanence l'activité, ça va être lourd. Est-ce que j'y vais en réduction de risque ou est-ce que peut-être je ne peux pas l'éviter, ce risque? Ou est-ce que je ne peux pas le transférer par un autre moyen, par l'assurance, ou est-ce que finalement je ne vais pas finir par l'accepter? Je vais prendre un exemple. Je vais à un moment ou à un autre tomber sur un scénario qui va être le système d'information est bloqué parce que la direction informatique s'est mise en grève et bloque le système. Je n'ai pas beaucoup de manières de l'empêcher. Je ne pourrais pas empêcher. Non. Je peux éventuellement trouver un palliatif qui consisterait à trouver une équipe de secours qui va pouvoir remplacer l'équipe informatique, mais enfin, il ne faut pas se leurrer, ça va être affreusement difficile. Et si je veux mettre en place... Enfin, à chaque fois que les gens ont le droit, ont le pouvoir sur quelque chose, les empêcher d'agir, même par dissuasion, est parfois difficile. Donc il y a des fois, je me dis, est-ce que je n'ai pas intérêt à vivre avec? Alors, je sais que dans l'acceptation au sens de la 27001,
et de la 27005, on accepte que des risques dont la gravité n'est pas inadmissible, n'est pas grave. L'expérience prouve qu'il faut savoir de temps en temps accepter des risques qui sont et pourtant graves. Simplement parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Mais c'est une chose de l'accepter, de le savoir, que de passer, que d'ignorer le risque. Je n'ignore pas le risque, mais il se peut qu'in fine, je sois amené à en accepter certains. Donc voilà. Donc on va voir ce plan. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les projets en vitesse, je ne vais pas rentrer dedans. Ouais. 12 projets liés à la continuité de service, 7 projets au contrôle d'accès, 7 liés à l'exploitation, au contrôle de l'activité. C'est peut-être plus de cas, c'est plutôt 22 liés à la sécurité des données, à la sécurité de l'information, à la sécurité applicative, sécurité des documents, et un projet lié à la conformité des processus de management pour qu'ils puissent répondre aux exigences légales et contractuelles. Les projets, donc, c'est des services de sécurité, des objectifs de qualité à l'issue du projet, des objectifs qui sont d'ailleurs modifiables, modulables, personnalisables, et des projets qui peuvent être planifiés, ainsi que je l'ai dit. Exemple de projet, sûreté de fonctionnement, je vais avoir 3 services, la sécurité des équipements de servitude, la continuité de la fourniture de l'énergie, la sûreté de fonctionnement des éléments de l'architecture informatique proprement dite, bon, etc. Je ne rentre pas dans le détail, juste un mot sur cette planche, qui est non pas un outil de... Enfin, qui est peut-être un outil de travail quand même, quand on réduit les risques, et surtout un outil de travail pour ceux qui ont bâti les projets. Qui veut dire que les stratégies de réduction de risque sont en nombre limité. Si je prends cette case, qui est la pire, avec une gravité de niveau 4, mais avec une potentialité à 4 et un impact à 4. Mes stratégies de réduction, j'en ai pas 36, j'en ai en gros 3. C'est-à-dire, je ramène l'impact à 1, où l'impact à 2 et la potentialité à 2. Mais si je veux agir sur cette ligne-là, il faut que je ramène la potentialité à 1. Et c'est un outil utile parce que parfois, d'abord, on n'a pas le choix. On a des possibilités que dans un axe et pas dans l'autre. Contre un scénario de confidentialité, on ne peut pas faire grand-chose en palliatif. On peut un petit peu en confinement, mais c'est difficile. Quant à un scénario d'intégrité, on ne peut rien faire en palliatif, quasiment. On ne peut rien faire en confinement, généralement. Il nous reste la potentialité. Et si on est ici à 4 en impact et qu'il ne reste que la potentialité, pour le ramener à 1, il faut savoir que ramener une potentialité à 1, il va falloir mettre des mesures extrêmement solides. Si c'est de la donnée, il est clair que si c'est ramener le vol de données à une potentialité à 1, je pars directement sur la crypto. Ce n'est pas la peine d'essayer simplement du contrôle d'accès. Rarement ça va suffire. Donc, cette grille nous permet de dire, nous a permis de fixer les cibles dans les projets, en disant ce projet il va servir à tel type d'action, il va servir dans tel type de réduction de risque. Donc il va nous falloir être extrêmement rigoureux, soit sur l'impact, il faudra au moins des réductions de très fort niveau, de niveau 3, pour ramener l'impact à 2 en général ou à 1. Si c'est sur potentialité, il va falloir des actions extrêmement fortes. Donc ça nous a servi à définir les cibles, et je crois que c'est utile pour aller directement dans notre objectif, qui était que l'objectif que l'on va fixer, c'est l'objectif final. Il faudra peut-être du temps pour l'atteindre, mais au moins qu'on sache quel service on atteint et quelle qualité de service on atteint à quelle date. Donc, pour sélectionner des projets, plusieurs outils dans la base de connaissances standard. Un des outils, c'est un outil qui est sur une feuille Excel séparée, qui s'appelle sélection de projet. Et quand on actualise cette feuille, ça liste les projets pertinents pour réduire les risques de niveau 4. Ici, j'en ai 2, avec le nom du projet, ceux qu'en font ces projets. Et ça liste tous les projets pertinents pour réduire les risques qui étaient au niveau 3. Ça me permet éventuellement d'aller directement sur un projet, de le sélectionner, de le décider, de relancer l'actualisation, etc., etc. Donc je peux petit à petit sélectionner tous mes projets. Et à chaque projet, de voir l'effet que ça a en allant sur un des panoramas pour voir combien il m'en reste. Ça apparaît directement
ça a eu tel effet, il me faut sélectionner un autre projet, etc., etc. Donc, premier outil, la sélection de projet. Deuxième outil, je peux travailler directement dans une famille de scénarios. Et là, dans une famille de scénarios, j'ai aussi pour une famille quels sont les projets qui peuvent être pertinents pour cette famille de scénarios. Je peux décider ou pas décider dans la colonne décision de mettre en place, de le sélectionner. Et aussitôt que je le sélectionne, je vais avoir directement ici, sur une espèce de panorama réduit à la famille de scénarios. C'est une famille en général en disponibilité, en intégrité ou en confidentialité. Je vais avoir directement sur l'impact de la décision, de la sélection d'un projet, sur le nombre de scénarios de cette famille de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3 et de niveau 4. Donc c'est un outil de décision un peu plus fin, un peu moins global, parce que certains projets peuvent jouer bien sûr sur plusieurs familles de scénarios. Donc là je suis peut-être dans une phase un peu plus avancée de ma sélection de projets, mais ça va me permettre effectivement de sélectionner des projets. Ensuite, quand les projets sont décidés, donc déjà quand ils sont tous décidés, à la limite à la fin, je sais qu'il ne me reste plus que quelques-uns ou que quelques cas particuliers à traiter. Je peux indiquer les planifier, les budgéter et indiquer une date de début, ça c'est facultatif, mais surtout une date de fin. La date de fin, ça va me permettre de faire apparaître un panorama des risques par année ou par semestre si on veut le ramener au semestre. Et ça peut me faire apparaître un outil de présentation à la direction, un tableau de bord qui est le panorama des risques par année. Plutôt que d'avoir simplement le panorama des risques aujourd'hui, j'ai le panorama des risques année par année, où je ne fais apparaître que les niveaux de risque de niveau 3 et 4. Les risques de niveau 2, ça ne m'intéresse pas puisqu'ils sont par définition supportables. Et donc je vais avoir apparaître là le nombre de risques de niveau 4 qui décroît, et puis j'en ai bientôt plus du tout, et le nombre de risques de niveau 3, pareil, qui décroît année par année. Alors, l'autre intérêt de indépendamment de la présentation à la direction, de ce panorama que j'ai personnellement pas mal utilisé, c'est qu'on s'aperçoit que quand on fait des plans de sécurité avec l'objectif final, pour le niveau de qualité de chaque service de sécurité, pour des raisons simplement de planification, de budget, on a tendance à dire arriver à ce genre de courbe, à savoir que ça, finalement, les derniers projets ne seront finalement aboutis que dans 5 ans, 6 ans, 7 ans. Sauf que là, présenter ça à la direction en disant « je reste avec des risques de niveau 4 encore en 2023 », ça risque de coincer. Donc c'est aussi une discussion pour dire « je peux faire plusieurs planifications » et présenter à ma direction plusieurs plans en disant avec mon budget actuel, on finit dans 6 ans, on finit dans 7 ans, on finit dans 8 ans. Si vous augmentez mon budget ou si on fait un effort particulier, je vous propose une option B, on finit dans 4 ans. Maintenant, il y a une option C, on finit dans 2 ans. Mais bon, c'est pas à moi de décider. C'est à vous de... Voilà. Alors on peut discuter quels risques, on peut revenir si vous voulez, c'est lesquels qui restent ici, il ne me reste jamais que 5 ou 6, ce sont lesquels, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on accepte provisoirement, enfin, en tout cas, c'est un outil de discussion. Voilà. Et le but de tout ça, c'était de dire, avoir un outil pour sélectionner des projets qui sont bien une fiche finale, qui sont bien une cible finale, avoir une planification, les présenter, en discuter, et se mettre d'accord ensuite maintenant sur un échéancier. Dernier élément, j'en ai parlé, certains risques qui peuvent être traités que par une réduction, on peut éventuellement les accepter, les transférer, les éviter. Éviter, c'est du process, hein, simplement le cas typique, le plan stratégique, s'il est volé, c'est du niveau 4, et on parle de son impression. Première question, est-ce qu'on ne peut pas simplement éviter de l'imprimer, quoi, hein, ça irait beaucoup plus vite. Bon, et ça donne en général des réactions assez rapides de la direction. Dernier élément, dernier tableau de bord, aussi global, où on voit apparaître les risques intrinsèques, les risques actuels. Dans cette présentation, j'étais à 2 de niveau 4 et 103 de niveau 3. À l'issue de tous les plans retenus, on les a ramenés à 0, tout va bien. Mais si on a fait ça avec tous les plans retenus, on l'a ramené à 0, on a mis dans un tableau de bord un avertissement sur le nombre de risques acceptés, le nombre de risques évités et le nombre de risques transférés. Bon, éviter, simplement pour dire,
les trois. Les risques acceptés, c'est pour qu'il reste un souvenir pour le comité de direction qu'on a bien, dans le cas présent, 3 risques de niveau 3. On a décidé de les accepter, mais je ne veux pas les oublier. Si ce sont des risques évités, je vais aussi les noter pour dire on les a évités par des processus de l'entreprise. On a changé l'organisation de l'entreprise pour éviter des risques, mais qui sait si un jour il n'y aurait pas une marche arrière. Donc j'aimerais bien garder la trace de ces scénarios de risque. On a dit qu'on allait les éviter par des processus de management. Soit gardons-en la trace pour être sûr qu'un jour on ne fasse pas marche arrière. Et puis les risques transférés, idem. Oui, j'ai fini, c'est la dernière. Donc j'ai tenu. Voilà, merci. Si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre. Oui. Juste savoir, parce que moi j'utilise Mirai 2010. Oui, expert, oui. Alors la migration, enfin, les risques ils s'appellent sur Mirai 2010, la migration de 2010 à Mirai standard, est-ce que c'est un processus quand même lourd ou est-ce que je dois refaire le travail? Parce que je n'ai pas vu la dernière version, est-ce qu'il y a beaucoup de changements? Bon, ce qu'il y aura, on n'a pas aujourd'hui d'outils de migration automatique. Bon, donc il faudra le faire un peu à la main aujourd'hui. Disons que les différences sont quoi? Vous avez une première différence sur les actifs, puisqu'il y a moins d'actifs dans la version standard que dans la version expert, enfin celle de 2010. Ça sera facile, parce qu'en fait les actifs qu'on a dans Mairie Standard regroupent pour l'ensemble les actifs qui étaient dans Mairie 2010. Vous aurez cependant dans Mairie Standard 2 actifs supplémentaires qui ne sont pas dans la 2010, qui sont les données externalisées sur le cloud, dans l'infonuage, pardon, et les services externalisés sur l'infonuage qui ne sont pas dans Mairie, enfin dit comme ça, dans Mairie 2010. Ensuite, les questionnaires de sécurité que vous avez remplis, il faudra effectivement les retransférer. Ça va être relativement facile. Je pense que les questions, à part les nouveaux services, comme l'infonuage ou comme pour les BYOD, excusez-moi, je ne sais pas comment dire en français. Bon, portez votre propre appareil. Il y a des services nouveaux. Donc ça, pour cela, vous aurez besoin certainement de refaire éventuellement un diagnostic à part, une questionnaire à part. Pour les autres, les questions répondues, vous allez les retrouver. Il faudra effectivement faire un passage, mais il n'y a pas besoin de refaire les entretiens, si vous voulez. On pourra les remapper. On est parti des mêmes questionnaires qu'on a simplifiés, regroupés. Donc ça va pouvoir se faire. Mais il y aura un petit travail quand même. Juste une question très rapide. L'accès à la documentation, est-ce que ça se fait toujours à travers le site de S2I? Non. Alors, toute la documentation de Méhari, les bases de connaissances de Méhari, tout ça est téléchargeable sur le site qui est là, meharipedia.org. Toutes les bases sont téléchargeables gratuitement. C'est de la licence open source, hein, donc pas de problème. Et toute la documentation est téléchargeable aussi sur le site meharipedia.org. On trouve aussi la doc sur le site du Clusif. Actuellement, le site du Clusif est un peu en refonte, donc on ne trouve pas tellement les bases de connaissances. C'est même complètement en refonte, donc on ne trouve rien, ou pas grand-chose. Mais sur le site de Meharipedia, vous trouvez tout ce que vous voulez. Et c'est tout téléchargeable gratuitement, donc pas de souci. Oui. Oui, M. Joie, j'avais une question. Quand vous avez montré la grille de risque, l'impact, Ouais. la potentialité, et si on parle, mettons, des événements avec un niveau d'impact très, très, très élevé, mais une probabilité qui est très, très faible, vous les avez mis dans le jaune. À 2, oui. Et ma question, c'est comment est-ce qu'on justifie alors, dans une situation comme ça, le plan de relève, la continuité
Alors, attendez. On va toujours l'accepter. Il y a deux choses. Là, on parle de gestion de risque. Alors, c'est une bonne question. Donc, je vais vous y répondre. Il faut absolument distinguer la notion du risque extrêmement grave ou pas grave avec les directives ou le choix que je fais sur mes plans de secours, par exemple. Ça, ce sont deux choses totalement différentes. On peut très bien dire, prenons l'exemple, je ne sais pas moi, de la chute du réseau, le réseau s'arrête, l'informatique s'arrête. On peut très bien donner comme directive à la direction de l'information, en direction des systèmes d'information, je veux que ça revienne dans les 4 heures. Même si le fait que ça soit absent pendant 8 jours n'est pas grave. Je distingue complètement les deux. Simplement, j'ai un truc qui est, je souhaite que tout le monde puisse travailler, donc je prends cet objectif, 4 heures de shutdown maximum. OK. Mais vous n'allez pas prendre la même solution de secours, suivant que le risque qui serait constitué par je ne sais quelle cause qui conduit effectivement à la chute du système d'information est de niveau 2 ou de niveau 4. Si c'est du niveau 4, vous allez prendre une solution hyper béton. Si ça dépasse les 4 heures, c'est vital. Vous allez regarder la solution que vous allez mettre en œuvre d'un autre œil. J'ai pas le droit à 4 heures. Si vous savez qu'au-delà de 4 heures, c'est du niveau 2, bon, on va essayer de viser 4 heures. On va viser 4 heures. On va souvent tenir 4 heures. Mais si je ne les tiens pas, so what, hein, on n'est pas mort. Donc, je crois qu'il faut bien distinguer à chaque fois. Le niveau 2, alors d'abord, bon, en plus la grille, on peut la changer. Je veux dire que c'est un paramètre dans la base de connaissances. Il est disponible, c'est peut-être protégé, mais il n'y a pas de mot de passe. Si on veut mettre un 3 à la place. Je dis simplement, on a mis 2, pourquoi ? Parce que ce que je disais sur notre santé. Je veux dire, on n'a pas de case impossible. Et rien n'est impossible. Mais il y a bien un moment où on est amené à se dire, mais je vais quand même vivre avec, quoi. Mais ça n'empêche pas de donner des objectifs contraires pour la continuité de service, par exemple. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais j'essaie de bien distinguer les deux, si vous voulez. Mais si on veut changer la grille, on la change. La grille, elle est là pourquoi ? Elle est là. Comme toutes les grilles, il y a d'autres grilles dont je ne vais pas parler pour ceux qui connaissent Méhari bien, il y a les grilles de décision intermédiaires qui sont là aussi et qui existent. Toutes ces grilles dans Méhari sont là pour que si on fait un raisonnement un jour, on fasse le même le lendemain. Si un jour on a dit un impact de niveau 4 et une potentialité de niveau 1, je considère que c'est un risque de niveau 2, on l'a décidé, alors soit on l'admet, soit on dit je fais un comité, on en décide, et c'est une bonne solution, c'est même préconisé. Dans le guide de l'analyse de risque, on dit première réunion avec le comité de direction, on devrait mettre cette grille sur la table en disant voilà ce qui va nous servir de clé de décision, on se met d'accord sur cette grille. Si le boss dit vous mettez ça en 3 là dans la grille que vous citiez, ok, on la met en 3. Ça m'étonnerait. Parce que le boss, il va aussi tout de suite comprendre qu'à chaque fois que vous augmentez la gravité de cette grille, vous dépensez de l'argent. Mais pourquoi pas ? Mais si on décide de le faire, on le fait. L'idée, c'est surtout, je fige dans le temps, je ne voudrais pas que ce qu'on a décidé un jour, parce qu'il faisait beau, parce que c'était le printemps, dans 3 mois, parce qu'il fait mauvais et que c'est l'automne qui arrive ou l'hiver, hein, on dit oh non, pouf. Bon. Il faut le figer. C'est le seul but. Alors, si on peut le figer avec le comité de direction, tant mieux, c'est même l'idéal. Oui. Dans l'ancienne version, de toute façon, dans Méhari, il y a une section qui s'appelle questionnaire d'évaluation de service. Alors, en général, c'est des domaines, par exemple les locaux, Ouais. les locaux, le travail, le système, réseau. Mais derrière, c'est un questionnaire, on répond à des questions avec des 1 et des 0. Ouais. Alors, par exemple, on a ce contrôle, est-ce que j'ai un système de contrôle d'accès, je mets 1, si je ne l'ai pas, je mets 0. Derrière,
ce cas-là, j'ai des indices où j'ai ce contrôle, mais d'autres, je n'ai pas ce contrôle. Alors, si je dis oui, ça va créer ça va pas être exact le résultat qui va Alors, avoir. il y a plusieurs réponses. La première consiste à dire, vous avez dans les colonnes de réponse de la base Excel, 4 colonnes qui vous permettent déjà de déclarer 4 variables, 4 variantes. Si jamais ça ne vous suffit pas, il faut discuter de faire une base avec plus de colonnes, ça ne doit pas être très compliqué. Mais on fera la demande. Mais sinon, il y a 4 colonnes, parce qu'effectivement, on appelle ça des instantiations. C'est assez bien décrit dans un document qui s'appelle le guide du diagnostic des services de sécurité. Il doit bien s'appeler comme ça, en tout cas, je pense. Oui. Du diagnostic de l'état des services de sécurité. Il y a à chaque fois 4 colonnes, parce qu'on a reconnu qu'il y avait possibilité de variantes. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez différents types de sécurité des locaux. Prendre l'exemple le plus trivial. Il est bien évident que vous n'allez pas avoir la même réponse pour les bureaux, les locaux informatiques, les locaux éventuellement de l'énergie, il fallait les locaux de support, énergie, onduleurs, etc., etc., et les locaux télécom, par exemple. Bon. À l'évidence, vous n'allez pas avoir les mêmes contrôles d'accès entre les bureaux et les locaux, enfin, du moins je l'espère, entre les bureaux et les locaux informatiques. Enfin, la plupart du temps, non, on peut répondre 4 variantes. Ensuite, et ceci pour chaque domaine. Et les variantes, c'est bien sûr domaine par domaine. C'est des 4 variantes pour la sécurité physique, c'est 4 variantes pour les réseaux locaux, c'est 4 variantes pour les systèmes. Donc vous pouvez mettre de l'Unix, du machin, du Windows, etc. Ensuite, pour les scénarios. On va prendre pour la gravité des scénarios la note la pire. Donc on va faire... Et on va prendre pour chaque service, vous allez donc pour chaque service de sécurité, vous allez avoir 4 notes, une par variante, par définition. On va prendre la pire, on va prendre la moins bonne. Donc on va être pessimiste. Ce qui va vous amener à raisonner ensuite en risque, et travailler l'analyse de risque, choisir vos projets, ou choisir les projets, on l'avait déjà dans Expert, mais il fallait les faire à la main. Hein. On va définir un plan d'action. Au moment de mettre le plan d'action en œuvre, vous pourrez revenir à ce moment-là sur le risque, par risque, je dirais, pour dire, je mets ce plan d'action en œuvre, oui, mais attendez, j'ai pas besoin, peut-être besoin de protéger tous les locaux. Vous avez besoin d'une protection de locaux, parce qu'il y avait quelque chose à prendre. Si c'est les bureaux, il faut peut-être le faire qu'au bureau. Si c'est les locaux de l'informatique, il faut peut-être le faire que dans les locaux de l'informatique. Si c'est les locaux des réseaux et télécoms, il faut peut-être les faire que dans... Ça sera au niveau de la mise en œuvre que vous allez éventuellement moduler pour ne pas être pénalisé par le fait d'avoir pris le pire cas dans le service de sécurité. Mais c'est jouable comme ça. C'est sans doute comme ça qu'il faut faire. Alors, ça avait donné lieu avant, mais ce n'est plus maintenu, à un logiciel qui s'appelait Risicare, ou Risicare, suivant que vous parlez anglais ou latin, qui tenait compte de ça, qui décrivait les incompatibilités. Parce que quand on fait ça, bien sûr, on peut se dire, si j'ai un scénario qui mélange une action dans un type de local sur un type de système, il se peut que la combinaison que vous ayez des combinatoires qui sont en fait impossibles et qui vous conduisent à des scénarios, des risques inacceptables, alors que la combinatoire est impossible. Donc, Dominique Buc avait créé un logiciel qui précisément permettait de déclarer les incompatibilités de variantes et faisait une analyse de risque qui tenait compte des incompatibilités de variantes. Bon, ce logiciel n'est plus maintenu, donc maintenant il faut se débrouiller à dire je prends le cas pire, ce qui sera toujours la solution de sagesse et de la solution de prudence que l'on prendra dans Méhari, pour dire soyons prudents pour ne pas passer à côté d'un risque, mais c'est au moment de la mise en œuvre des plans d'action qu'on tiendra compte des variantes, des variables et pour s'adapter et pour ne pas appliquer éventuellement une solution de sécurité là où il n'y en aurait pas besoin. Oui. Oui. C'est ça ce qu'on a fait, mais le problème qu'on a eu, c'est qu'à la fin, comme vous savez, l'analyse des risques, c'est dans
actuelle, avant d'aller chercher les risques à mitiger, décider sur chaque risque. Il y a une première étape dont on va utiliser le questionnaire pour dire c'est quoi mon niveau de sécurité actuel. Alors, nous, on a utilisé le fameux questionnaire et tout, mais vu qu'on était aussi pessimiste, parce qu'on n'avait pas le choix avec la méthodologie, ça donnait une mauvaise, disons, impression à la direction. Et aussi, ça va impacter les budgets, parce que lorsque je dis je suis à 10% de la sécurité, et voici les risques qu'il faut mitiger, alors que derrière, il ne faut pas mitiger ces risques-là pour tous, disons, mes locaux. Alors, derrière, pour mitiger ces risques, il faut sortir des budgets. Alors, je ne peux pas définir ces budgets avant de définir la portée. Ça, on avait des problèmes de ce côté-là, parce qu'on s'est appuyé sur la méthodologie. Alors, il fallait toujours expliquer que oui, 10%, mais c'est relatif, c'est pas pour tout, disons, les locaux. alors, un, il y a ça, on peut dire 10%, c'est pas pour tout. Deux, il faut aussi... MEARI est fait pour faire de l'analyse de risque, donc une solution est toujours extrêmement prudent, et on assiste généralement en formation pour dire on doit rester maître du processus et éventuellement savoir corriger, si c'est possible, les évaluations trop sévères qu'a pu prendre MEARI. Je m'explique. Dans la qualité d'un service MEARI, on tient compte de son efficacité directe. L'efficacité du contrôle d'accès, c'est l'algorithme qui est mis en œuvre pour faire un contrôle d'accès. On tient compte de sa robustesse, en comment il résiste à une mise hors circuit, à une mise à une inhibition, à un bypass, etc. Et à sa mise sous contrôle, qui est, est-ce que je l'audite, est-ce que je le surveille régulièrement pour être sûr qu'il est toujours en place. Ça me paraît nécessaire en termes d'analyse de risque, de vérifier qu'effectivement, il n'y a pas de possibilité de contournement sans qu'on soit averti, sans qu'il y ait une réaction. Et ça m'intéresse aussi en termes d'analyse de risque, de vérifier que ce soit bien audité régulièrement pour être sûr qu'on n'ait pas fini un jour par l'inhiber ou le mettre hors circuit pour une opération de maintenance en oubliant éventuellement de le remettre en œuvre. Il y a toutes ces précautions dans MEARI qui pénalisent effectivement les diagnostics quand on regarde le diagnostic simplement en termes de à combien sont évalués mes services de sécurité. On sait que c'est extrêmement pénalisant. Donc si vous en faites un usage de présentation de l'état des services, il faut éventuellement corriger cela de toutes ces mesures de précaution. Si vous voulez présenter quel est l'état de la qualité de votre contrôle d'accès, pour prendre cet exemple, est-ce qu'il faut se pénaliser? Si vous ne faites pas d'audit annuel, est-ce qu'il faut se ramener hors analyse de risque à une note basse, ou est-ce qu'il faut se dire, pour la présentation que j'en fais, oui, mon contrôle d'accès est en place et de bonne qualité. Donc peut-être qu'il faut faire attention, enfin, pas peut-être, dans votre cas, il faut certainement faire attention au fait que les questionnaires sont extrêmement rigoureux et sont faits pour être... Je veux une assurance de réduction de risque. Donc pour cette assurance de réduction de risque, je suis sévère sur mes services de sécurité. Il faut le savoir. Mais si vous en faites juste une présentation en termes de niveau, qu'est-ce que j'ai mis en place, est-ce que c'est déjà en place ou pas, il faut peut-être adapter un peu le questionnaire, enfin disons, enlever certaines questions. Alors il y a des questions dans les questionnaires de MEARI, vous pouvez toujours mettre une croix à la place de la réponse, et la question n'est pas prise en compte. Ni la question, ni le poids de la question. Donc, si vous faites une évaluation, vous pourriez avoir un double de votre questionnaire, en disant ce qui me paraît, et d'ailleurs en plus dans MEARI 2010, il y avait même des niveaux de maturité en marge des questions. Éventuellement, éviter les questions d'audit ou de robustesse, qui sont notées, audit ou de robustesse, pour dire celles-là, je les enlève et je fais une présentation qui est plus axée fonctionnalité des services qui sont en place. Mais, par contre, je ne le ferai pas pour l'analyse de risque. Parce que ça me paraît important qu'on audite effectivement régulièrement les services de sécurité qui sont clés et vitaux pour réduire les risques. Mais pareil, ça dépend de la taille de l'entité. Une grosse entité, beaucoup de monde qui gère les systèmes, etc., doivent être audités.
s'il y a un responsable informatique, c'est pas lui qui va s'auditer lui-même, ça sert à rien. Il faut enlever les questions d'audit. Il sait ce qu'il a fait, il sait ce qu'il va y passer. Bon, point. Allez, on enlève les questions qui sont... Autre question? Est-ce que je peux avoir juste un avis de votre part, M. Dumas, concernant l'acceptabilité du risque? C'est un élément qui me semble toujours pas très facile à accepter au niveau d'une organisation. Est-ce que vous avez été confronté à une réticence quant à l'acceptabilité du risque, même si la décision vient de la direction, n'est-ce pas? C'est un peu compliqué de dire j'accepte le risque, donc je prends le risque d'accepter le risque. S'il s'agit d'un risque ou deux, je veux dire, le risque dont j'ai parlé, la grève du système, je trouve qu'il faut... Il y a des risques qu'on ne peut pas vraiment réduire. Bon. Si vous voulez auditer, contrôler l'action des ingénieurs système, vous êtes parti dans une aventure qui va vous emmener très loin. Et il y a un moment où il est peut-être... Et je pense que les directions... Enfin, moi, je n'ai pas été confronté personnellement. J'ai plutôt toujours une bonne compréhension des directions auxquelles j'ai présenté les quelques risques qu'on acceptait. Par contre, soyez-en conscients. Que si vous êtes conscient que vous acceptez le risque que votre direction informatique, si elle se met en grève, vous plante, et que cette situation serait extrêmement grave, si vous en avez conscience, vous n'allez peut-être pas faire n'importe quoi avec eux. Non, je réagissais au fait qu'un jour, monsieur Philippe Jaffray, c'est lui, c'était Philippe, ouais, président de Elf, avait décidé de muter 2000 personnes de la direction informatique de Pau pour les muter à Paris ou à Londres. Il ne connaissait pas les Béarnais. Il a annoncé ça et le système d'information est tombé le jour même. Clac. Clac. 1 mois ça a duré, cette petite affaire. Toutes les applications de la maison tournaient sur le centre de Pau. Donc ça a bloqué les propals, les machins. Lien ou pas, 1 mois après, M. Desmarais avait fait son OPA sur Elf. Et Elf est devenu Total. Bon. Mais peut-être que s'il avait eu conscience qu'il dépendait complètement, qu'il avait accepté le risque d'avoir une direction informatique qui pouvait bloquer ses réseaux, peut-être qu'il n'aurait pas agi pareil. Voilà. Non, il y a des cas où on ne peut pas faire autrement. Ou disons que c'est pas qu'on puisse pas, ou c'est peut-être tellement peu économique. Enfin, on va partir dans un tel système qu'il faut peut-être mieux accepter de vivre avec. De toute façon, on vit avec des risques, on accepte des risques. Si votre plan marketing, si votre plan stratégique est très important pour vous, si sa divulgation est de niveau 3 ou 4 pour vous, vous n'empêcherez pas le fait que le patron du marketing ou de la stratégie peut le faire lui-même, peut le diffuser. Il a le plan. Il l'a. Donc vous acceptez d'office le risque qu'il soit malhonnête et qu'il le divulgue. Alors l'acceptation ne veut pas dire pour autant que vous l'acceptez tel quel. Moi j'ai eu des réactions du style, effectivement, on va vivre comme ça, mais faites-moi voir la liste de diffusion. Et je vous garantis que d'une liste de diffusion à 100, on est passé d'une liste de diffusion à 5. Voilà, bon, point. En disant ces 5-là, j'ai bien confiance. 100, c'est trop. Donc 100, j'accepte pas. J'accepte 5. Donc c'est un mélange entre évitement et acceptation. C'est un espèce de mélange de genre. Mais ça donnait ce résultat. Oui, bien sûr qu'on va l'accepter. Il faut bien... Il y en a forcément un à un moment. Et j'ai quand même bien... C'était un plan stratégique, en fait. C'était un plan 5-10 ans. Bon, ok, on va l'accepter, mais pas forcément avec la diffusion actuelle. Donc, pour histoire de dire quand même, bon, mais 5, que le patron, que le boss, le big boss, ça c'est pas, j'y peux rien, le patron de la stratégie, ok, le directeur financier, ok,
Bon, limitons, quoi. Et le reste, c'était des choses qui étaient simplement, si on a besoin d'être 15 en réunion pour en discuter, on distribue en séance 15 exemplaires, on récupère en séance 10 exemplaires sur les 15. Quoi. Voilà. Non, j'ai pas eu trop de réticence là-dessus. Dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien, je trouve. Bien, merci, messieurs. Dames.